Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers, et l'aller parcourant, dans les citrouilles, je la trouve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, « À quoi songeait-il » dit-il, « l'auteur de tout cela ? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Eh, parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà, c'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre pour bien faire. Ah, c'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme un petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit ? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion, embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur en pâtit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh ! Oh ! dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre ? Une masse plus lourde ? Et que ce gland eût été gourde ? Dieu ne l'a pas voulu. Ah, sans doute il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. » En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux. Du doigt, ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie, l'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. » Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille. S'en dépend. Et qu'en paix chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. » L'oiseau de Jupiter, enlevant un mouton, un corbeau témoin de l'affaire et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne alentour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice, on l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait en le couvant des yeux « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots, il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer. La conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.